aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la médiateur de l'AMF. Alors, on dit bien la médiateur. On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Alors, on va dire la médiateur. Voilà. Marielle Cohen-Branche, bonjour. Bonjour. Pour m'accompagner ce matin pendant l'heure qui s'ouvre, Karine Fiol. Karine, tu es vice-présidente de la CNCGP. Tu es également CGP toi-même et ton cabinet Fortune Expert est basé à Aix-en-Provence. Tout à fait. Et Paris. Et Paris, bien sûr. Alors, Marielle Cohen-Branche, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Pour nous, c'est une grande date, puisque c'est la première fois qu'on organise un webinaire dans le nouveau bureau de la Chambre qui sont situés au 15 Place 4 Roues, dans le 17e arrondissement. C'est pour ça que vous nous retrouvez pratiquement au coin du feu, dans cette magnifique bibliothèque, pour une heure sur les sujets liés à la médiation de la Madame, grâce à votre participation ce matin, nous avions dans l'idée de faire œuvre de pédagogie auprès de nos adhérents pour expliquer votre rôle, le travail que vous faites auprès des épargnants, des consommateurs, et puis aussi auprès des institutions bancaires, par exemple, et des conseillers d'investissement financier. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite nous resituer un petit peu quel est le rôle, quelle est votre intervention, et comment vous vous situez par rapport au service de l'AMF dans le cadre de l'action que vous menez pour les épargnants français. Merci d'abord évidemment de cette invitation. Nous avons élaboré avec vous, je crois, un esprit de coopération et de collaboration qui me paraît très positif. Donc j'ai accepté avec beaucoup d'intérêt cette invitation pour mieux connaître ce qu'est un médiateur de la consommation et en plus adossé au régulateur de l'AMF. Alors, je le suis depuis 12 ans. Avant, j'étais conseiller à la Cour de cassation en matière de droit bancaire et avant, j'étais directeur juridique de banque. Donc, j'ai connu un peu toutes les dimensions. Puis, j'étais aussi, quand j'étais juge, à la commission des sanctions de l'AMF. Donc, je peux dire que je peux entendre parfois des difficultés. On n'a pas retrouvé un dossier d'archivage. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelquefois, on me dit « Ah, vous êtes médiatrice ou médiateur de l'AMF, c'est intéressant, mais en quoi ça consiste ?» Alors, j'ai envie de dire, quand il y a un litige, parfois, le ménage à trois n'est pas la pire des solutions, à condition que ce tiers soit indépendant, compétent. En quoi ça consiste? En fait, il faut savoir que je ne suis pas un juge, je ne suis plus un juge. C'est-à-dire, je ne décide pas. Première des choses, je propose. Je ne suis pas non plus un arbitre. Un arbitre, c'est un juge privé, ça tranche. Ça sanctionne. Je ne sanctionne pas. Deuxième élément, je ne fais que proposer. Ça veut dire que la médiation en France, et il faut le savoir tout de suite, est désormais, depuis 2016, régie par un dispositif européen qu'on appelle la médiation de la consommation et qui a obligé les 27 pays, puisqu'on enlève maintenant la Grande-Bretagne, à ce que tous les services marchands proposent ou soient obligés de proposer un système de médiation gratuit pour les consommateurs, rapide, et on a laissé à chaque pays le soin de dire ce que vous voulez que ce soit confidentiel ou pas. Et donc, en France, c'est confidentiel. Et donc, lorsque vous avez un litige qui n'a pas pu être résolu avec vous, SIF, puisque c'est à vous que je m'adresse, avec un de vos clients, eh bien, vous devez à la fois lui dire, si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse alors que nous avons un litige, vous pouvez vous adresser au médiateur de la consommation. Et c'est donc une règle au niveau totalement européen qui fait qu'on s'inscrit dans une logique qui n'est pas propre à l'AMF, mais qui est une application qu'on va retrouver aussi bien en assurance, en banque ou autre. Et je pense que ce que je vais essayer, grâce à votre invitation, c'est de dire en quoi ça peut vous aider. Eh bien évidemment, contrairement à un litige qui irait devant les tribunaux ensuite, car ça doit être exclusivement en amiable. Donc, avant d'aller devant les tribunaux, si vous êtes allé ou si votre client est déjà allé devant les tribunaux, je ne peux plus intervenir. Donc, on est en amont. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, vous donnez une chance
qu'un tiers indépendant et en principe expert de la matière, donc qui va comprendre et connaître à la fois vos obligations et vos contraintes, et qui va effectivement, alors qu'un juge n'est pas nécessairement spécialisé, alors que devant un tribunal, vous allez devoir utiliser des avocats. Et là, en réalité, le médiateur va recevoir une plainte et j'ai, au sein de l'AMF, cette possibilité d'avoir une équipe de grands juristes très confirmés avec lesquels je vais examiner si effectivement, oui ou non, il me paraît qu'une solution amiable pourrait être trouvée ou pas. C'est-à-dire que, pour faire court, si je considère que vous avez commis, je constate un dysfonctionnement qui a entraîné un préjudice, je vais proposer une indemnisation. Mais si, au vu des documents que vous allez me fournir, je ne vais pas trouver de problème particulier, je vais faire dans la pédagogie vis-à-vis de votre client en lui expliquant pourquoi, soit il n'y a pas eu de faute, soit la faute n'a pas conduit à un préjudice. Ce sont les règles que les juristes connaissent bien de la responsabilité civile. Voilà. Et donc, après, on y reviendra peut-être, mais c'est une particularité dans ce dispositif européen, c'est-à-dire que la France, qui a été contrainte à partir de 2016, comme tous les autres pays, de mettre en place ces systèmes, c'est que je suis un médiateur public, c'est-à-dire un service public. Et cerise sur le gâteau, ça veut dire que c'est même gratuit pour vous, professionnels-ci. Alors que si vous êtes avec d'autres médiateurs qui sont soit d'entreprises, de banques, d'assurances ou autres, vous allez payer cette médiation. Et là, vous avez droit à un service public entièrement gratuit. Alors, quel est le délai justement entre le moment où les parents vous sollicitent et le délai où généralement vous parvenez à proposer Alors, vous avez raison d'insister sur ce point. En principe, ça doit être rapide. Et donc, première chose, d'abord, le client ne doit pas attendre plus d'1 an quand il reçoit la réponse du professionnel pour me saisir. Sinon, c'est irrecevable. Deuxième règle, là, je vais vous décliner un certain nombre de règles qui se retrouvent dans le code de la consommation auquel on est soumis. Ensuite, effectivement, si jamais il a vraiment bien expliqué son litige à son professionnel, maintenant, le professionnel a lui, en amont de mon intervention, 2 mois pour répondre. Soit il répond, et là, tous les sites doivent dire si ma réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir, blablabla. En sachant que je ne suis compétent que si l'AMF est compétente. Or, je sais que vos CIF sont multicasquettes souvent. Donc, je vais être, et c'est une des difficultés, obligée de dire bon, ça c'est de l'assurance, on ne peut pas le traiter, ça c'est de l'immobilier, je ne veux pas le traiter. Donc, moi, ça va être tout ce qui concerne l'AMF, mais que ce qui concerne l'AMF. Et donc, à partir de ce moment-là, on reçoit la demande du consommateur. Alors, on va regarder si c'est recevable. Déjà, on va éliminer ce qui ne serait pas recevable. Et là, on va vous envoyer à vous, CIF, en disant, voilà, j'ai été saisie par monsieur, madame, un tel. Et donc, merci de me faire connaître vos observations. C'est une façon élégante de dire, entrez-vous en médiation. On reverra peut-être tout à l'heure. Vous pouvez aussi refuser au cas par cas. Ce que je peux comprendre, si vous avez eu un client que vous estimez de mauvaise foi, au cas par cas, de dire celui-là devant les tribunaux et rien d'autre. OK. Mais en revanche, si systématiquement vous dites je refuse d'entrer en médiation, eh bien, à ce moment-là, il y a un risque, c'est que vous avez une seule obligation du professionnel, et elle est écrite dans le code de la consommation, c'est de garantir l'effectivité, voilà le mot important, l'effectivité de la mise en place d'un système de médiation de la consommation. Donc, si vous refusiez systématiquement, il y aurait un problème. Des juristes diraient un abus de droit. Mais bon, et donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est vous qui avez d'abord un délai pour me répondre. Mais c'est un délai qui n'est pas inscrit dans les textes. Donc, une des difficultés du médiateur, c'est qu'il va dépendre, pour faire son analyse, du délai dans lequel
le professionnel va lui-même apporter des éléments. Mais vous avez peut-être une idée du délai raisonnable? Alors, le délai raisonnable, on dit que c'est environ 1 mois. Voilà. C'est-à-dire, alors maintenant, on peut comprendre si c'est un vieux dossier, si c'est compliqué, si c'est complexe, si. On n'a pas. Bon, grosso modo, si le dossier n'est pas trop complexe, il faut qu'il retrouve tout de même les pièces. Voilà. Et à partir de là, avec mon équipe, et j'ai 6 juristes, plus un délégué, qui eux sont chez le régulateur. Alors, je le dis tout de suite, moi, je ne suis pas chez le régulateur. Je ne suis pas un salarié du régulateur. Et personne ne peut me demander de me donner des instructions. Et qui plus est, et ça, il faut bien insister, si vous entrez en médiation, l'AMF ne le sait pas. C'est-à-dire, c'est l'avantage principal. Ça veut dire qu'on va être entre nous. Et qu'en revanche, si vous refusez d'entrer en médiation, l'AMF va le savoir. Et les services spécialisés de l'AMF vont en être informés. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est ça, c'est de dire, on est dans une phase amère. On va loyalement essayer de voir si s'est passé quelque chose qui justifie qu'effectivement, je propose, puisque je ne peux que proposer, ou pas, un geste commercial, un dédommagement, un partage, qu'est-ce qui s'est bien passé. Mais on va le regarder en fonction d'une règle classique qui est celle de la charge de la preuve. C'est-à-dire que les CIF le savent bien, vous le savez bien aussi, puisque c'est une activité de conseil, il y a des documents à remettre, il y a un questionnaire à faire signer, il y a un document de l'adéquation, c'est tout ça qu'on va regarder. Et donc, pour répondre en définitive à votre délai, en moyenne, et ça, je donne les statistiques globalement, pas seulement pour les CIF, je veux dire en médiane, je suis plutôt à 3 mois et demi et en moyenne à 5 mois. Mais on est réputé avoir les dossiers les plus complexes. Donc, je préfère à tout prendre, bien regarder s'il manque une pièce, si je vous demande autre chose, si mes juristes vont vous dire merci beaucoup, mais est-ce que sur ce point-là, vous pourriez compléter ou pas? Je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On connaît vos contraintes, on connaît vos obligations et on va essayer de comprendre effectivement si ce qui s'est passé était raisonnable, si les documents que vous avez remis à vos clients lui permettaient de comprendre le risque qu'il allait prendre ou pas. On ne sait pas toujours ce qui s'est dit oralement. Mais moi, je discute à partir des documents. Voilà, donc en principe, c'est toujours beaucoup plus court que si vous alliez devant les tribunaux. Puisque là, les tribunaux, ça sera plutôt, ça se comptera en termes d'années. Donc, ça veut dire qu'il y a une muraille de Chine entre vous et les services de l'AMF. Tout à fait. Sauf, évidemment, s'il y a refus d'entrée en médiation. Absolument. À ce moment-là, elle tombe et le dossier est transmis au service ad hoc. Absolument. Au sein de en fait, elle n'a pas commencé à jouer. Au fond, la confidentialité, c'est le cadeau pour ceux qui acceptent loyalement de dire on va essayer de trouver une solution amiable avec l'aide du médiateur. Mais si maintenant il y a un refus d'entrée en médiation, il n'y a pas de raison que la confidentialité commence, tout simplement. Et pour résumer pour les adhérents qui sont connectés ce matin, 5 mois, c'est entre le moment où vous allez être sollicité par un épargnant et le moment où vous allez... En moyenne, voilà. Alors, il y a des dossiers qui se font en 2 mois, il y a des dossiers qui se font en 1 an. Je veux dire... Mais 5 mois, c'est rapide. Mais oui, honnêtement, oui. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a que nous, les CIF? Non, on n'est pas les seuls. Non. Alors, vous ne représentez que 5% de nos dossiers. Vous voyez? Donc, ma zone de compétence, en quoi je suis compétent, je pourrais répondre d'un mot, c'est si l'AMF est compétente, je suis compétente. Bon. Et donc, c'est une des faiblesses du système français, parce que sur les 2000 dossiers, grosso modo, maintenant que je reçois chaque année, en réalité, il y en a une masse énorme qui concerne le bancaire, c'est-à-dire avec en plus le développement des fraudes bancaires, ou qui préfèrent tout de même aller voir le médiateur de l'AMF, mais il est évident que, puisque 80% des dossiers se passent avec des banques, pour l'essentiel, des psys,
malgré tout, quand ce sont les mêmes entités qui vous proposent un contrat d'assurance, un crédit et un placement financier, les clients ne vont pas comprendre où est la limite. Donc, la complexité des limites de compétences, c'est une des faiblesses du système français. Alors que, par exemple, à l'époque où la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne, eh bien, vous aviez une seule médiation qui couvre la banque, la finance, l'assurance. Historiquement, en France, ce n'est pas comme ça. Vous avez la CPR d'un côté, banque et assurance, et puis de l'autre côté, l'AMF. Et donc, effectivement, le premier domaine dans lequel on intervient, pour répondre à votre question, c'est d'abord tout ce qui concerne les titres et les PEA et les transferts de PEA. Ça, c'est le premier secteur. Vous avez d'ailleurs monté une commission. Absolument. Alors, c'est ça qui fait que quand moi je vois qu'il y a une vraie problématique, je peux être une sorte de lanceur d'alerte pour l'autorité des marchés financiers et j'appelle de mes voeux qui est ce qu'on appelle un groupe de travail. Quelque chose, ce n'est pas du tout un groupe de réflexion, hein. C'est très lourd. On y retrouve les directeurs généraux de banque et donc pendant un an, ils vont se rencontrer et simplement, moi je vais dire, je ne suis pas membre du groupe de travail puisque je ne suis pas l'AMF. Mais je vais pouvoir dire, voilà les problèmes qu'on a rencontrés en matière de transfert de PEA ou en matière de clôture de compte. J'ai une évolution cette année, le nombre de clôtures de compte, pour des tas de différents motifs. La lutte anti-blanchiment qui va conduire des établissements à clôturer les comptes, les irrégularités découvertes sur les PEA, ou les clients qui n'en peuvent plus et qui veulent changer de banque. Voilà. Donc, comment tout ceci se passe? Donc, oui, ça, c'est important. Et par exemple, en matière de PEA, il y a un groupe de travail qui a rendu ses conclusions et qui doit amener, work in progress, des améliorations progressives en la matière. Ça, c'est le premier. Après, il y a l'épargne salariale. C'est près de 200 milliards. C'est 12 millions de salariés. Ensuite, vous avez aussi, avec le confinement en 2021, les apprentis investisseurs en actions. Ah. Alors là, ça a été aussi, qui n'ont aucune conscience de ce que c'est un ordre de bourse, mais qui étaient devant leur ordinateur chez eux confinés. Et donc, il y a eu beaucoup de catastrophes par l'ignorance de ce qu'était un ordre de bourse. Ça aussi, ça a été... Alors, on a aussi beaucoup de problèmes en matière d'OPCVM. Et là, pour les OPCVM, les placements collectifs, là, les gens ne vont pas comprendre que quand ils veulent vendre des parts, eh bien, ça ne va pas être à une valeur connue, ça va être à une valeur inconnue. Donc, on fait beaucoup de pédagogie. Et on vérifie tout de même à cette occasion que la plupart du temps, on va dire, on m'a trompé, si j'avais su, je n'aurais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'il a eu les informations? À quel endroit? Est-ce que c'était clair? Et alors, si c'était clair, ou au contraire, non, c'est vrai, il lui a manqué des informations et il y a eu des erreurs à cause de cela. Et les crypto-monnaies aussi? Ah, alors, moi je tiens à dire crypto-active, mais je suis sans doute la dernière à dire ça. D'un seul coup, effectivement, la France a voulu être pionnière et s'est lancée dans un début de régulation, effectivement, qui a conduit à ce qu'on ne regarde dans un premier temps que la lutte anti-blanchiment. Et en sachant que quand j'étais à la Cour de cassation, j'avais rappelé dans un arrêt qui est encore utilisé que la lutte anti-blanchiment n'est pas faite pour aider les particuliers. Quand vous avez une loi, elle peut être seulement d'un intérêt général et qui va conduire à ce que les régulateurs ou les tribunaux sanctionnent, mais ce n'est pas fait pour les clients, pour leur permettre de. Et donc, la lutte anti-blanchiment, elle oblige les professionnels à poser des questions. Et je peux vous dire que ce que j'ai fait, donc chaque mois, avec mon équipe, j'utilise un de mes dossiers où on peut, au fond, au-delà de la résolution du problème, se dire, mais ça serait utile que d'autres le connaissent, soit les consommateurs, soit les professionnels. Il va y avoir on va pouvoir tirer des enseignements plus généraux. Et donc, je peux vous dire que mon dossier du mois dernier, qui figure sur le site de l'AMF,
en principe le 1er du mois, où je garde l'anonymat des parties, absolument, mais où j'ai appris visiblement beaucoup de gens que les professionnels ont précisément l'obligation de poser des questions pour vérifier que leurs clients leur donnent des informations, et si ces informations qui permettent aux professionnels de vérifier qu'il n'y a pas de terrorisme, de financement, c'est toute une série de questions qui sont posées sur l'origine des fonds. Eh bien, à ce moment-là, ils ont l'obligation de clôturer la relation commerciale. Eh bien, je peux vous dire que ce n'était pas du tout connu et qu'ils étaient confondus avec les fameux questionnaires MIF, où vous pouvez là ne pas répondre. Oui. Et si vous ne répondez pas, la seule chose que doit faire le professionnel, c'est de dire « Ah ben, je ne peux plus vous conseiller ». Ce qui est du bon sens. Hein. Vous ne donnez pas vos objectifs, votre expérience, votre appétence au risque, eh bien, écoutez, allez-y, mais moi, je dois… Donc, parfois, les professionnels ne distinguaient pas trop auprès de leurs clients, et on a des situations dans lesquelles, effectivement, les clients vont être très étonnés qu'on leur clôt leur compte. Voilà. Donc, typiquement, ce type de problème que j'ai rencontré avec les cryptoactifs, mais qu'on peut rencontrer en dehors même des cryptoactifs. Alors, les cryptoactifs, on est dans une évolution qui tend à ce que les initiatives prises par la France, l'Union européenne s'en est inspirée. Et donc, on voit arriver le règlement MiCA. Alors, le règlement MiCA, effectivement, qui va, officiellement, c'est à la fin de l'année, mais en fait, vous savez que quand vous avez une nouvelle réglementation, vous avez droit à ce qu'on appelle la clause de grand-père, hein, qui va vous permettre de vous donner plus de temps. Et donc, tous les CIF qui auraient été assez audacieux pour déjà donner des conseils en matière de crypto, eh bien, ils pourront aller jusqu'à juillet 2026. Mais après, il faudra effectivement qu'ils adoptent un statut beaucoup plus élaboré, mais ça, on pourra pour l'avenir. Mais ceux qui ne font pas de conseil, alors qu'est-ce qu'on appelle le conseil? Qu'est-ce qu'on appelle le conseil? Et donc là, on retombe sur, effectivement, mais là, on pourra en reparler. Moi, je vois effectivement on peut aider les CIF à dire attention, attention, vous ne pouvez pas, par exemple, j'ai vu des cas avec des CIF qui avaient transformé, avaient dit à leurs clients, mais vous pouvez devenir un professionnel. Allez. Ah. Ouais. La qualification entre professionnel et non professionnel. Exactement. Or, un CIF ne peut pas, seul un CIF peut utiliser le code monétaire et financier pour dire, puisque vous utilisez, vous intervenez comme professionnel, ou quasiment, si certaines conditions sont réunies, on peut y aller, vous êtes professionnel et vous avez plus de liberté. Un CIF ne peut pas, donc attention à ça. Je dirais qu'il y a d'autres. Donc, une autre chose que je vois en matière de conseil aussi, c'est de dire, j'ai parfois cette réponse, pas seulement des CIF, hein, d'autres professionnels aussi, mais c'est de dire, c'est vrai que les documents commerciaux mettaient bien en avant tous les avantages. Mais les documents juridiques, eux, montraient bien tous les inconvénients. Attention, ça ne marche pas. La Cour de cassation l'a dit, et le code monétaire aussi, de façon très claire, chaque document doit être équilibré. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ce qui va bien dans les documents commerciaux et ce qui va mal dans les documents juridiques. Là, c'est une erreur de jeunesse. Dernier petit conseil. Juste, je rebondis. Donc, ça veut dire que nous, dans nos rapports d'adéquation, on doit mettre tous les avantages et tous les inconvénients. Voilà. Bien sûr que dans un document commercial, vous aurez une jolie phrase, mais tout de même, il faut qu'il soit, on dit, cohérent et équilibré. Et voilà, c'est cette notion de cohérence et d'équilibre qui va être regardée par les juges et par la Cour de cassation. Et je pense que c'est un point qui mérite
Le troisième point que quand il nous arrive de voir des problèmes, c'est de dire, vous êtes quelque part, vous allez conseiller d'un produit que vous n'avez pas vous-même fabriqué. S'il y avait quelque chose de fondamental à dire aussi, il faut quelque part que vous ayez, ne reléguez pas sans le regarder. Ne reléguez pas sans le regarder. Il faut avoir un regard critique, je dirais même du bon sens. Je vous donne un exemple, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Vous voyez que dans un montage, un produit, c'était pas avec un site, c'était avec un CIP, Conseil d'investissement participatif, donc c'était encore différent, mais ça fait rien. Eh bien, vous voyez que dans le produit, c'était vrai aussi un peu sur Biocédon, on va retrouver tout de même. Vous voyez que tous les actifs sont dans un groupe, mais que les actifs se trouvent dans une filiale qui n'a pas donné sa garantie. Eh bien, posez-vous des questions. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, et j'ai vu ça dans parfois quelques dossiers, qu'est-ce qui fait qu'il y a un risque, il y a l'aléa des marchés financiers. Il faut aussi le rappeler aux clients. Vous ne pouvez pas avoir un avantage fiscal sans risque. Vous ne pouvez pas avoir un rendement sans risque. Et quelquefois, je vois des clients, je leur rappelle, vous avez omis, mais vous avez eu un avantage fiscal. Quand vous me calculez votre perte, vous oubliez de me dire que vous avez eu cet avantage fiscal. Donc, vous voyez, on essaye. Moi, je veux dire, on n'est pas d'un côté ou de l'autre. On essaie on a une attitude d'un tiers indépendant, mais c'est vrai que ne pas relayer et regarder avec bon sens, effectivement, ce qui se passe, pour qu'on puisse dire, ben non, vous avez donné les informations. Donc, je crois que déjà, c'est quelques conseils. Alors, il y a aussi, j'avais découvert, ah oui, un truc que je n'avais pas encore vu, c'est la reverse solicitation. Alors, vous savez comment je l'ai découvert, celui-là? Grâce au Brexit, ou à cause du Brexit. Alors, voilà, et écoutez bien, parce que oui. Alors, on se bat régulièrement dans les informations d'achat pour indiquer ça. Oui. Alors, je l'ai découvert. Alors, si vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un, c'est quoi commercialiser un produit? Il va vous dire, c'est le vendre. En droit financier, non. Il faut partir de là. C'est solliciter activement. Retenir ces deux mots. Solliciter activement. C'est-à-dire que c'est le professionnel qui a pris l'initiative et activement, très bien. Donc, alors les juristes savent bien ça, vous prenez un a contrario. Donc, si ce n'est pas le professionnel qui est venu, mais que le client tout seul a pris l'initiative de venir vous voir, toc, je voudrais acheter ce produit, très bien, voilà, vous ne l'avez pas commercialisé. La tentation, d'où elle est venue, enfin telle que je l'ai découvert, elle est venue des sociétés de gestion anglaises, qui étaient bien contents de ne plus être soumis à la réglementation de l'Union européenne, mais qui voulaient conserver les clients français. Et donc, ils ont fait quelque chose qui était assez grossier, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté une clause dans tous leurs contrats, en disant le client reconnaît que c'est à son initiative intégrale qu'il est venu vous voir. Comme c'était grossier, le superviseur européen, l'ESMA, est venu et a dit clause abusive. Et là, ils se sont fait un petit peu ratatiner. Bon. Alors, il y a eu, donc l'AMF, il faut le savoir, et fait la chasse de cela. C'est-à-dire, soyez très prudents, il peut arriver, ça peut arriver que des produits soient commercialisés au Luxembourg, en Allemagne, mais ne peuvent pas l'être en France. Et donc, si effectivement, un client vient effectivement vous voir et dit « je voudrais acheter ça », et que sur un bout de papier, le client dit « c'est moi qui suis venu vous voir », veillez à ce que ce ne soit pas répétitif, parce que là, on aura le sentiment qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Donc, il faut être très prudent. Ça peut exister, mais véritablement, la reverse solicitation,
peut être aussi une tentation qui peut coûter cher. Voilà. Et l'AMF a déjà, dans sa commission des sanctions, sanctionné précisément des cycles, c'était en 2021 de mémoire, pour dire là, ça ne va pas. Donc, il faut aussi faire attention à cela. Puis faire attention, est-ce qu'il y a le passeport aussi? Ben, bien sûr. Alors, le passeport, ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes dans une situation, un EPCVM, passeportable, UCITS, enfin, il ne faut pas avoir trop de... donc, est-ce qu'effectivement, vous pouvez l'exporter ou, à l'inverse, l'importer? Et vous avez aussi d'autres situations dans lesquelles, non, on va considérer que seuls ceux qui sont effectivement commercialisés en France peuvent être proposés par vos soins. Donc, la difficulté du passeport, c'est quelque chose qui m'a toujours soucié, c'est que finalement, vous avez des produits, mais ça c'est plutôt dans le Forex, j'ai eu ça il y a quelques années, avec le Forex, c'est-à-dire que vous aviez des professionnels qui étaient en réalité hors de l'Union européenne, qui s'installaient dans des pays, comme par hasard Chypre ou Malte, qui n'avaient aucun client de Chypre, aucun client de Malte, mais qui se servaient de cette très belle idée, c'est que quand vous êtes dans l'Union européenne, si vous êtes agréé par le régulateur d'un pays donné, chez ce pays donné, vous allez pouvoir vendre, commercialiser dans toute l'Europe. C'est formidable comme idée, c'est une très belle idée, mais elle est fondée sur un postulat qui est presque inexact, c'est que tous les régulateurs ont les mêmes moyens, les mêmes pouvoirs ou la même volonté. Et donc, dans ce cas-là, il faut savoir que les clients, je vais être, moi, obligée, si jamais, mais ça s'est passé surtout avec du Forex, hein, de renvoyer ces clients en disant « je ne suis pas compétente, est-ce que je vois que votre contrat… » Et j'ai le même problème avec les cryptoactifs actuellement. Même agréé en France, enfin agréé, enregistré, oui. Bingo, enregistré en France, puisque là, on ne regarde que la lutte anti-blanchiment, la capacité et effectivement la compétence, mais on ne regarde pas la procédure, on ne regarde pas tout le reste. Ce n'est pas un vrai agrément, ce n'était pas un vrai agrément, mais c'est vrai, on a vraiment un souci particulier en la matière qui nécessite qu'il y ait, à l'avenir en tous les cas, je pense, des vraies améliorations sur ce dernier point. Enfin, je me permets juste, avant que vous continuiez sur un point, c'est-à-dire que MIF 2, au niveau de la gouvernance produit, c'est étudier le produit et oui. Étudier aussi le producteur de ce produit. Oui. Donc, la gouvernance produit, où des fois, bon, j'entends, oui, mais ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien pour certains produits. Au contraire, c'est aussi nous pousser à mieux regarder pour savoir si oui ou non on peut mettre ce produit-là sur l'étagère, comme on dit, ou non, au contraire. Donc, en fait, il y a un lien. La réglementation, elle n'est pas là, et là également pour nous protéger. Je crois c'est un souci d'équilibre. C'est-à-dire, cette idée, mais nous l'avons nous aussi médiateurs, hein, quand parfois notre régulateur, parce qu'on a un régulateur, nous les médiateurs de la consommation, en disant vous n'êtes pas là un passe-plat, vous ne devez pas jouer le rôle de passe-plat. Et quelquefois, vous avez des petits médiateurs qui vous disent le professionnel m'a dit, donc voilà, je vous le redis. Non, il y a un vrai travail, une vraie connaissance, une vraie interrogation. Au fond, avant de conseiller, ben, il faut s'informer. C'est du bon sens. Vous ne pouvez pas, parce que les clients font confiance à leur site. Ils viennent vers le site parce que justement, eux ne connaissent pas. Vous êtes réputé, vous, CIF, avoir la connaissance. Et donc, c'est un principe fondamental que connaissent tout de même bien les juges. Avant de proposer, regardez ce que le producteur a fait. Et posez-vous des questions sur, effectivement, le fonctionnement, l'équilibre. Parce que
sinon, vous prenez un risque. C'est qu'effectivement, on vienne vous rechercher en disant vous avez seulement relayé sans regarder ce que vous avez proposé. Et ça passe plus. Et ça passe plus. Donc, je pense dans tous les cas, il y a, de ce point de vue-là, on va regarder. Alors, dans ce que doit remettre comme. Alors, nous, on regarde très souvent, c'est les documents, les fameux documents. Les documents le questionnaire MIF, il les apporte beaucoup. Alors, les erreurs qu'on voit, pas d'auto-évaluation. S'il vous plaît, pas d'auto-évaluation. D'auto-évaluation du client. Exactement. Ça veut dire, est-ce que vous êtes averti? Non, ça c'est à proscrire. Est-ce que il faut lui poser des questions? Alors, si on s'aperçoit que par exemple, il y a eu c'est un dossier, j'ai regardé récemment, il y avait une auto-évaluation. Ensuite, quelque part, il y a eu, il a oublié de lui demander quels étaient ses objectifs. Écoutez, donner un conseil sans savoir quels sont les principaux objectifs du client, moi je ne sais pas faire. Hein. Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que c'est pour ses enfants? Est-ce qu'il veut de la rentabilité? Est-ce qu'il veut juste du capital dans 10 ans? C'est à partir de là, on part des objectifs. Ensuite, vous savez bien que depuis 2018, il faut compléter ce questionnaire en ajoutant quelle est votre capacité à subir des pertes et votre aversion au risque. Alors, des gens parfois ne font pas bien la différence. Alors, la capacité à subir des pertes, c'est objectif. Si par exemple, on voit qu'il y a eu un produit très dynamique, entre guillemets, fort rendement mais fort risque, si c'est que 5% du patrimoine, moi ça ne me choque pas. Il peut y avoir, dans le cadre de la diversification, pourquoi pas? Donc, nous, on va voir si effectivement c'est 50% du patrimoine ou c'est 5%. Bon, ça, c'est, par exemple, ça, c'est la capacité à subir des pertes. C'est objectif. Si on vous fait prendre un risque important, mais sur une toute petite partie de votre patrimoine, pourquoi pas? Parce que vous avez aussi dit que vous aimeriez le rendement, vous, clients du CIF. L'aversion au risque, c'est subjectif. C'est-à-dire, brusquement, la valeur allait à des marchés financiers, hein, qu'est-ce que vous faites? Alors, malheureusement, moi, je m'aperçois que la plupart des temps, ils disent non, ça va, c'est bon, je garde. Et puis, pourquoi il y a un litige? Panique totale. Vendez-moi les parts de SCPI. C'est ça. Donc, la capacité en avance des clients à se dire que je n'ai pas d'aversion au risque, moi je suis capable de supporter 10%, 20%, mis devant le fait, assez souvent c'est irréel. Mais bon, moi je dis, ils ont dit qu'ils étaient capables je prends aussi. Il faut que les clients soient adeptes et soient réalistes et répondent correctement à ces questions. Donc, c'est vrai que s'il manque l'objectif, alors, autre chose que je peux voir de temps à autre, c'est très bien, tout y est, mais postérieur à la souscription. Non. Ça s'appelle une obligation pré-contractuelle. Si ça arrive après, ou alors, quelquefois, je vois le questionnaire MIF, mais qui date. C'est une question qu'on a eue récemment dans un dossier. C'était intéressant. Et alors, en plus, alors, grosso modo, j'ai regardé, quand vous voyez des contrôles spot de l'AMF, ils vous disent bonne pratique à peu près tous les ans. Bon, il y a des fois où les clients disent mais pourquoi vous m'ennuyez encore, rien n'est changé. Et la bonne pratique de l'AMF, je l'ai vu il y a quelques jours, c'est de dire alors faites signer à votre client qu'il vous assure que rien n'a changé dans sa situation. Là, vous êtes tranquille. Et là, en plus, ils ont utilisé un questionnaire qui datait d'avant MIF 2 et qui datait d'il y a 4 ans. Ben, je dis, c'est pas terrible. Parce que là, en plus, vous n'avez pas. Il y avait 2 questions supplémentaires et là, ça manque un peu. Vous voyez? Donc, on va regarder un peu tout ça. Mais voilà, le dossier dans lequel
j'avais eu des problèmes, les connaissances n'avaient pas été vérifiées, ça avait été pour l'expérience une auto-évaluation, êtes-vous expérimenté? Oui, bon, merci. C'était un produit réservé aux avertis. Bon, ben, si c'est réservé à des avertis et que vous avez, au vu des questions que vous avez posées, le fait qu'il n'est manifestement pas averti, ben, vous prenez un risque. Hein. Il n'avait pas non plus dans ce même dossier vérifié les objectifs. Ça faisait beaucoup. Et donc, maintenant, après, si on pourra reparler de ces dossiers un peu sériels qui d'ailleurs diminuent, hein, j'en suis contente, mais les dysfonctionnements, on va les voir. Alors, quelquefois, on nous dit on a perdu ces documents. Que vous soyez en amiable ou devant les juges, on peut vous croire, mais ça veut dire je les ai fait signer, mais je ne les trouve plus. Même si vous nous dites que vous avez bien fait et que vous ne retrouvez plus les pièces, devant un tribunal, c'est comme si vous n'avez pas apporté la preuve. Il ne suffit pas de nous dire j'ai tout bien fait. Vous avez la charge de la preuve. Si c'est vous qui devez prouver que vous avez remis ces documents et que vous ne le prouvez pas, ben, il y a un problème. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de réfléchir aux conséquences. Je rebondis juste au niveau du fait, vous parliez d'informer, donc on est dans MIF2 basique, informer, avancer. Dans le questionnaire de risque, votre client est, l'outil qu'on met à votre disposition vous indique si votre client est basique, informé ou avancé. Et après, le produit, il faut aller vérifier, savoir si ce produit correspond à ce niveau-là. Alors, généralement, un OPCVM, c'est du Lucid, donc du coup, pour tous les clients, on va dire, c'est le gilet jaune de la pub Lagarfeld, quoi. Il va à tout le monde, quoi, hein. En revanche, il y a certains produits qui sont soit du capital d'investissement, soit peut-être des SCPI un peu particulières, enfin, etc., où on demande au moins un niveau informé. Et pour savoir ça, en fait, c'est encore la gouvernance produit, c'est-à-dire le fait que vous soyez renseigné sur le produit, que la société de gestion vous ait dit bah, nous on considère que ça marche pour des personnes qui sont informées. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec le fait que ce soit obligatoirement informé, mais ça, il faut que vous le traciez dans des procédures. Absolument. C'est ce travail qui est d'ailleurs la valeur ajoutée du conseiller. Au fond, vous êtes expérimenté, vous êtes réputé pour être expérimenté, et a priori, les clients vont justement vous faire confiance. Et donc, il y a ce travail fondamental de faire dans la pédagogie et de vérifier ce mot-clé, adéquation. C'est-à-dire qu'effectivement, alors chacun doit être en face de ses responsabilités. Le client qui va, 10 ans après, oublier qu'il voulait absolument ceci, ben, il a eu, mais il y a eu le risque. Et si le risque était présenté, eh bien, moi, je rends un avis où je dis, je considère que les documents, vous étiez informés des risques, hein, et que je n'ai pas d'éléments pour, on va dire, revenir plus avant, où je n'ai pas constaté de dysfonctionnement. Et puis voilà. Mais alors justement, de votre rapport, parce que tout le monde n'a pas lu votre rapport, je vous l'annonce. Mais est-ce que vous pourriez nous faire part justement des décisions, grosso modo, qui sont à l'avantage de l'épargnant ou de l'investisseur, et des décisions qui sont, entre guillemets, à l'avantage? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, c'est surtout le bon. Je ne rends pas de décision. Oui, voilà. Proposition. Le professionnel peut refuser ma proposition. Le consommateur peut refuser ma proposition. Alors, statistiquement, globalement, je suis suivie à 95% des cas. Bon, globalement. Hein. Donc, il y a et les dossiers qui nous demandent le plus de travail, ce sont les dossiers où justement je rends une proposition négative pour le client. Où je vais, parce que je n'aurais soit pas trouvé de faute, ou pas trouvé de préjudice, ou pas trouvé de lien entre les deux. Donc, et à ce moment-là, je vais effectivement annoncer que, donc dans ces cas-là, il faut que je sois le plus pédagogue possible, parce que les gens vont être un peu déçus. Hein. On a quelques remerciements.
mais dans ces cas-là, mais je reconnais que il y en a quelques-uns, ah, j'ai compris. Bon, c'est pas la majorité, mais ils acceptent, ils ne contestent pas. Il y a des fois, ça m'arrive, donc plutôt dans 5% des cas, où je vais tout de même dire, moi je pense que malgré tout, il fallait faire un geste, et donc, donc ça sera un avis non suivi. Ça arrive dans 5% des cas. Alors après, quelquefois, j'ai un professionnel qui, en premier temps, va me dire non, non, tout va bien. Et puis, on va revenir vers lui. On va dire tout va presque bien, mais pas complètement. Et donc, attention, vous risquez ceci ou cela. Dans un autre ordre d'idée, me vient cet exemple concret, c'était avec un émetteur. Vous voyez, je sors un tout petit peu, mais c'était amusant. Et c'était une opération très compliquée internationale et une opération sur titre auquel pouvaient souscrire des salariés à l'étranger, d'augmentation de capital. Donc, voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un problème et qu'il y a un risque sur 20 000 euros pour le client. Et donc, je vais voir, et c'était une très grande entreprise cotée qui était plutôt très bien vue, qui est un modèle pour ses rapports avec les actionnaires. Et donc, j'appelle le directeur de ce grand groupe et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai trouvé ça, c'est un angle mort que vous aviez, et là, je crois que là, il faut faire quelque chose. Et alors, j'ai eu cette réponse délicieuse qui me dit, Madame, on avait pris un des plus grands avocats de la place de Paris, qui ne nous a pas fait part de cet angle mort. Donc, est-ce que vous me permettez d'aller le consulter avant de vous donner ma réponse? Alors, je lui dis, bien sûr, mais puisque vous m'avez donné le nom de ce cabinet très important, vérifiez que le prix de la consultation n'excédera pas ce que, effectivement, je suis en train de vous demander. Et il m'a dit, bon, ben, vous les avez, vos 20 000 euros. Et il y a un moment donné où, bon, voilà, je veux dire, on offre tout de même ce service. Voilà, il y a des fois où on va avoir d'autres situations. Dans ces produits sériels, puisque tout de même, si on revient aussi, oui. Il est évident que là, on est devant une particularité. C'est que les produits proviennent de sociétés qui ne sont pas elles-mêmes agréées, régulées par l'AMF, et qui vont être, à ce moment-là, vont se retrouver en liquidation judiciaire. Et donc, moyennant quoi, il va y avoir un problème au niveau, jusqu'à présent, sur le préjudice. Ce qui veut dire que nous, on va pouvoir regarder si effectivement les remises de documents, tout ce que je vous ai dit ici, ça s'est bien passé ou ça ne s'est pas bien passé. Mais puisqu'on doit à un moment donné, c'est ça, quand vous n'êtes pas juriste, les gens s'imaginent que dès qu'il y a une faute, il faut payer. En responsabilité civile, non. Et quand j'étais à la commission des sanctions, vous pouvez dire, vous avez commis une faute, je vous sanctionne. Ça, c'est normal. Et si vous êtes un CIF et que vous passez en commission des sanctions, on regardera la faute éventuelle et la gravité de la faute. Voilà. Pas en médiation. En médiation, on est en responsabilité civile. Ça veut dire qu'une faute légère, si c'est un énorme préjudice, vous aurez à payer beaucoup. Si c'est une faute très grave, mais sans préjudice, vous n'aurez... Il m'arrive d'écrire parfois, c'est vrai que là, ce n'était pas avec des sites, mais c'était un délai pour exécuter des ordres de vente de titres. Merci. Et j'ai dit, mais c'est vrai que le professionnel a mis 6 mois pour exécuter votre ordre de vente. Ah, tiens, ça vous a profité. La valeur des titres a monté et à aucun moment, vous n'avez dit que vous aviez besoin de cette liquidité. Si vous aviez eu besoin de cette liquidité en me prouvant que vous en aviez besoin, vous avez souscrit un prêt pour votre petit-fils, et donc là, le taux d'intérêt, voilà. Mais là, non. Vous voulez dire qu'il y a des épargnants qui vous saisissent parce qu'ils ont gagné de l'argent par le biais de leur... Ils ne parlent que de la faute. Vous avez tout à fait raison. Ils disent, et pourquoi on n'a pas exécuté mes ordres à temps? Et je vais, en regardant le dossier, m'apercevoir. Et donc là, je veux dire, je ne peux pas proposer quoi que ce soit, regrettable que soit, le retard mis par ce professionnel.
j'observe qu'il vous a plutôt profité. Alors, Madame Cohen-Blanche, aussi un point qui est important, est-ce que vous donnez toujours raison aux clients des CIF? Parce que là, vous écoutez, les CIF font pas mal, finalement, à leur charge. Alors, je vais vous dire, moi, je constate, et je ferai une distinction. Il est vraisemblable que quand ce sont des produits sériels, et là, je veux dire que c'est bon, Mar des Finances, Maranatha, machin, on va trouver une problématique où ce ne sera pas nickel. Bon, donc, et dans ce cas-là, est-ce que je vais préconiser une indemnisation? Et donc, sur ce point-là, jusqu'à présent, je me heurtais aux règles de la liquidation judiciaire qui font que le préjudice n'est pas encore actuel et certain et quantifiable. Donc, vous allez avoir une proposition étrange. Je vais signaler aux deux parties toutes les insuffisances que j'ai constatées, mais je ne vais pas à ce stade proposer une indemnisation parce que c'est trop tôt. Parce que en liquidation judiciaire, il faut un certain temps avant que les liquidateurs ne puissent dire voilà, vous ne toucherez pas plus qu'eux. Mais il y a un moment donné où ça arrive. Et il y a un moment donné où même les tribunaux n'attendent plus la fin de la liquidation judiciaire pour intervenir au bout de 10 ans. Donc, dans ces dossiers-là, à la fin, je dis aux clients, il y a manifestement des dysfonctionnements, mais j'ai une difficulté. Pourquoi? Parce que la jurisprudence de la Cour de cassation, auquel effectivement je me soumets, dit qu'un préjudice ne peut pas être réparé s'il est seulement éventuel. Et là, je me heurte à cette éventualité. Par contre, dès que le liquidateur va annoncer urbi et orbi, vous ne toucherez pas plus qu'eux, alors là, je peux y aller. C'est-à-dire que j'ai un élément. Donc, vous voyez, même pour ces... En revanche, pour répondre directement à votre question, j'ai eu encore récemment des cas où, au contraire, j'ai félicité le CIF. Il avait conseillé une acquisition de parts de SCPI en démembrement. Et il avait même remis une note spéciale. Alors ça, j'adore. Pour attirer l'attention de son client sur les inconvénients et les avantages du démembrement. Donc là, j'ai dit, écoutez, au contraire, ce CIF, j'observe, vous a remis un document pour que vous preniez conscience de l'intérêt financier, mais des contraintes liées au démembrement. Donc, bien entendu, que là, je vais proposer que, tout simplement, au client de lui rappeler que la responsabilité, à mon sens, du CIF ne peut pas être mise en jeu. Je vais aussi, donc, j'ai un autre dossier en mémoire, tout récent encore, où au contraire, où le CIF va proposer, c'était un gendarme qui n'avait pas besoin de résidence tout de suite principale, mais qui en a besoin dans 25 ans compte tenu de son âge. Eh bien, j'ai considéré que ce qui lui avait été proposé, ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire vous allez souscrire un prêt, et puis avec ce prêt, vous allez acquérir des parts de SCPI, et qui vont vous permettre d'ici 25 ans de ceci, de cela. En regardant le taux d'endettement, qui était limité à 17%, que lui-même n'avait pas d'autre moyen d'acquérir tout de suite un bien, il n'avait pas le patrimoine pour, et bien que c'était une proposition du CIF qui faisait sens. Donc, vous savez, quand vous avez un réflexe de juge, vous n'êtes pas en train de dire, est-ce que je donne... Vous analysez au cas par cas, au fond, les conseils, et chacun doit prendre ses responsabilités. Celui, le cas échéant du client, qui a oublié que dans son questionnaire, il avait dit, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Qui a eu tel avantage, qui voulait un rendement. Ah ben oui, monsieur, madame, vous vouliez ce rendement, il y a l'aléa des marchés financiers, et c'était clair. Donc, chacun
a fait sa part. Et moi, je n'ai aucun inconvénient. Vous savez, quand je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, je suis adossée au régulateur. Précisément, le fait d'avoir été un ancien magistrat fait que peut-être que les consommateurs auront plus confiance. Et inversement, on va dire, je vais sans doute, plus que des médiateurs qui sont comme des médiateurs bancaires ou des médiateurs sectoriels, qui eux font payer en plus les professionnels, ce que je ne fais pas. Alors pour combien de temps restera un service public gratuit? J'espère longtemps. Mais qu'il y a quelque chose où on va leur donner l'idée de ce que peut être un... Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, s'ils refusent d'entrer en médiation, qu'est-ce qui va se passer? Certains pourraient dire ils reculent pour mieux sauter. Alors, il y a la problématique difficile de quel rôle joue l'assureur. C'est vrai que les CIF sont mis dans une situation particulière aussi et délicate. Est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour y aller sans être couverts par l'assureur? C'est encore une problématique plus complexe. Mais si ils acceptent en tous les cas d'y aller, et je le répète, c'est entièrement gratuit. C'est confidentiel même vis-à-vis de l'AMF. J'ai une équipe de juristes qui regardent. Vraiment, on connaît la réglementation. On a cette expertise. Tous les magistrats ne sont pas spécialistes. Ils vont peut-être taper trop fort ou pas assez. Ça va durer des années. Quand vous allez avoir votre jugement, il sera public. C'est-à-dire que tous ceux qui le verront pourront rétroactivement l'utiliser. C'est tout ça. Et donc, il faut que, effectivement, les gens mettent en balance, les professionnels. Si je mets à part les produits sériels, où effectivement, je pense que c'est compliqué et on va voir plus souvent que d'habitude des insuffisances au moment où, Karen l'a très bien rappelé, il faut regarder ce que vous allez proposer. C'est-à-dire, est-ce que vous faites souscrire des choses qui sont dangereuses, qui sont compliquées, auxquelles vous n'avez peut-être pas complètement regardé où étaient les actifs, où étaient les garants, qu'est-ce que prenait comme risque le client. Il faut donc les comprendre et les regarder et pas simplement dire on me donne ce produit, je vais essayer de le proposer. Donc, c'est tout ça que nous, on va regarder sans que l'AMF, effectivement, puisse mettre son nez dedans. Et donc, je pense que si après 12 ans, j'ai toujours un taux en moyenne de suivi de 95%, c'est que quelque part, on va dire que vous y avez tout de même un intérêt. Je dirais, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Mais alors, ça veut dire que là, est-ce qu'un CIF, je ne parle pas de son client, hein, mais est-ce qu'un CIF peut vous saisir? Non. Alors, la médiation de la consommation. Donc, moi, je suis un médiateur de la consommation, dans mon statut légal qui est prévu par la loi, qui me donne le monopole. Le monopole. C'est-à-dire que quand vous avez un médiateur professionnel, il faut qu'il adhère à cette médiation. Par exemple, vous pouvez avoir un médiateur comme celui de l'assurance. Si jamais le professionnel n'a pas voulu du médiateur de l'assurance, il peut utiliser d'autres, comme la CMAP ou des choses comme ça, par exemple. Mais donc, moi, si j'ai ce monopole, au fond, la médiation de la consommation est destinée aux consommateurs. C'est ce qu'a voulu l'Union européenne. C'est-à-dire que ceux qui ont un litige avec des professionnels marchands, mais c'est vrai aussi pour votre boulanger, pour votre garagiste, il doit aussi avoir un médiateur de la consommation. Mais en tous les cas, seuls les consommateurs ont ce droit de tenter amiablement de résoudre avant d'aller devant un tribunal. Voilà. Alors, maintenant, c'est presque une obligation quand c'est moins de 5 000 € de tenter d'aller devant un tribunal. Donc, voilà, il faut essayez-le. Voilà. Alors, là, pour tout vous dire, on a quelque chose qui vient de se mettre à l'écran.